man damage plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright! Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui ne le reconnaissent pas, il n'est pas là souvent, mais on a Monsieur Max Blaze! Bonsoir. Comment ça va vous autres en ce moment? Numéro 1, puis toi? Très bien, content de revenir après presque un an. Ouais, ça fait un bout. Ça faisait un petit bout. Après savoir dit, ben ouais, on va venir plus souvent. J'ai augmenté ma moyenne déjà 2 fois en moins de 12 mois. C'est bon. Mathématiquement, on s'améliore quand même. Yes, content de te voir. Moi aussi. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, puis c'est drôle parce que tu t'es un peu piégé toi-même pour être ici t'asseoir. C'est tellement niaiseux. J'ai oublié qu'on est 2 Max dans la conversation, puis pose une question à l'autre Max, parlait de son démo. On n'a jamais parlé. Crime à mes oreilles. Ok, c'est ça. Je pensais à un démo de musique. Puis moi, j'en ai sorti un démo en 2011 que j'ai justement ici. J'ai retrouvé ma belle copie physique, mon démo Lost. Puis j'étais comme, à quoi tu veux parler de mon démo 2011? Comme, ben ouais. C'est une joke, là. On va pas faire ça. Ouais, on va faire ça. Là, j'ai tellement mis d'huile sur le feu. Ouais, mais là, il y a une édition de luxe. Mais là, il y a une toune cachée. Là, les boys, ils se pouvaient plus. Là, et là, faut faire ça, tu sais. Mais une chance qu'on fait pas juste ça. Non, on fait pas juste ça. Pour ceux qui sont sur le live, ce soir, on fait peut-être 3 épisodes de podcast à soir. On va être sur 2, mais sûrement 3. Et on est aussi avec nous le fucking stagiaire. C'est moi, ça. Comment qui va? Qui a le droit à une prise 2 sur le podcast de ce soir à la console. Tu me laisses la console, pour vrai. Mais c'est plus de rajouter le live qui t'a fucké la dernière fois. Je pense que c'est tout au complet. Là. J'ai ça faire de la console, mais il faut que quelqu'un la fasse. Yes, pendant que tu lis ton texte. Exactement, incroyable. Exactement. Puis qui de mieux que toi pour le faire? Sûrement beaucoup de monde. C'est ça que ça sert, un stagiaire, tu l'essayes à différents postes, right? C'est un peu ça le but, non? Exact. Et on a une nouvelle. La public qui est rendue maintenant derrière la caméra, devant la caméra. Plutôt. Madame Camille. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça je va? pense. Encore gêné un peu, va se déjeuner plus tranquillement. confortable de l'autre côté. Yes, mais non, ça va bien aller. J'avais bien ça mon volume, excusez. Ça va bien. Chris, dérange-nous. Ouais, c'est ça, je fais bien ça, Marie. Tu voulais que je t'interrompe, là, voilà. J'aime même pas avec ma voix en plus, yes. Incroyable. Du crime à mes oreilles sans Papy Joe, c'est rare que ça arrive, mais ça arrive cette fois-ci. C'est moi qui vous présente un sujet cette semaine. Est-ce que vous connaissez les skinheads? Hein? C'est un terme que j'ai déjà entendu, oui. Ouais, on va faire un peu l'histoire des skins. On en a un, là. Un petit show. Un petit show. C'est pas parce qu'il n'y a pas de cheveux que c'est un skin. C'est comme Caillou. Caillou, il n'y a pas de cheveux. Caillou, c'est le pire des skins. C'est le pire des skins néo-nazis. Théorie du complot ici, Caillou, c'est un skinhead, attention. C'est un skinhead, aussi, il fait partie des Armor Skins. Ouais, c'est ça. Non, mais qu'est-ce que vous connaissez des skinheads? Parce que c'est ça. Mon sujet aujourd'hui, je vais parler du mouvement skinhead, ses origines un peu aujourd'hui. J'ai 2 crimes, un qui s'est passé aux États-Unis aussi, puis j'en ai un qui s'est passé au Québec. Fait que je voulais juste savoir de première vue un peu qu'est-ce que vous connaissez des skins avant de se lancer là-dedans. Moi, comme j'ai établi un peu avant, pour vrai, pour un gars de culture alternative, tu sais, punk, metal, je sais pas, apprendre le terme, puis ça a été souvent, pas toujours, mais souvent associé au racisme. Je connais pas tant grand-chose du mouvement skinhead, je me rends compte, là, au final. All right. Je dirais que la majeure partie de mes références, c'est sur le film Génération X. Okay. OK, ouais. Le côté hard des skins. Ouais. C'est ça, ouais, j'ai oublié ça. Toi, le stagiaire, t'as-tu une idée un peu des skins? Ben, j'ai pas d'idée plus que vous autres. Là, je pense que c'est ça, la référence pop culture puis un peu la légende urbaine, mais j'ai jamais investigué le mouvement, là. Ça va être fort intéressant. All right. Ben, on va lancer ça. On va lancer ça dans ma petite introduction. On starte ça. Ce soir-là, en 1998, dans le désert du Mojave, près de Las Vegas,
ce n'était pas la haine entre deux groupes opposés qui était le moteur du crime. C'était la haine interne. Lynn Newborn et Daniel Cherty. J'ai plus des assez bons yeux pour laisser la feuille. Où ça? Deuxième ligne, Daniel. deuxième ligne au début. Daniel Cherty. Cherty. Ouais, Cherty. Cherty. Yes, sir. Ne portaient pas l'uniforme de la police ou d'un gang rival. Leurs bottes Doc Martens, leurs bretelles et leurs crânes rasés les identifiaient comme des skinheads. Ils ont été attirés sous un faux prétexte par un autre gang. Les derniers mots qu'ils ont entendus n'étaient pas des menaces, mais une sentence idéologique. Lynn et Daniel ont été brutalement tués par balle, abandonnés sur les lueurs artificielles des casinos. Leur crime, refuser la haine. OK. Intense. Je m'excuse. Est-ce qu'on a dit c'est en quelle année? Oui, on a dit en 98. OK, merci. Fait que, c'est ça. On vous a souvent parlé de la violence qui sort du monde de la musique, du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles, mais aujourd'hui, on va parler de la violence qui a détourné un mouvement musical et culturel tout entier. Le crime n'est pas seulement contre la victime, mais contre l'histoire. Dans cet épisode, nous allons plonger dans la guerre fratricide du mouvement skinhead, celle qui oppose ses origines ouvrières et métisses à la criminalité organisée du néonazisme. Nous allons décortiquer l'assassinat de Lynn Newborn, Daniel Cherty, aux États-Unis, voir comment cette idéologie criminelle s'est structurée et harcelée jusqu'ici au Québec, à travers des organisations comme Atalanque et le Music Rock Against Communism. OK. Fait qu'on va jaser de ça. Dans le fond, si vous comprenez un peu, c'est deux clans skin qui se sont attaqués, un néo-nazi et l'autre qui était contre les néo-nazis. Fait que c'est un peu ça. Parce que, comme je disais, le départ de ce mouvement-là, c'est un mouvement métissé qui a été, après ça, drôlement ramené à la suprématie blanche. Drôlement. À la base, ça n'avait pas rapport Faut que tu avec parles ça. plus proche de ton mic, je pense. À la base, oups, excusez, là, je l'ai tapé en plus. Je voulais être sûr de menton, pas en pantin. OK, d'accord. À la base, mais c'est ça, à la base, qui n'était pas aucunement en rapport avec la suprématie, rien du tout. C'était un mouvement qui avait rapport avec autre chose. Yes, exactement. OK, je vois. Pour comprendre l'ampleur du crime que le néonazisme skinhead, il faut d'abord savoir ce qu'ils ont volé. Notre histoire commence au Royaume-Uni à la fin des années 60. L'Angleterre ouvrière se relève et la sous-culture skinhead n'apparaît pas de nulle part. Elle est une ramification cruciale du mouvement des mods. Est-ce que vous connaissez les mods des années 60? Non. Non. Les mods sont nés une décennie un peu plus tôt, dans les années 50. Ils étaient obsédés par l'esthétique, le style italien tailleur. OK, je comprends. Monsieur. Mode. Ouais, et Ok, la ouais, musique ouais. soul, blues, noire américaine. Bon Fait coup. qu'il- il tripait là-dessus. OK. À la fin des années 60, une partie des mods, les plus jeunes, souvent issus de milieux plus modestes, trouvent le mouvement trop bourgeois et trop maniéré. Ils se simplifient, se durcissent, ils gardent l'attrait pour le look net, mais le rendent plus working class. C'est la naissance du style skinhead. Ah, OK, je comprends. Surprenant que ça parte de là, quand même. Ouais, C'est d'un loin, là. sous-culture mode. C'est fou, hein? Quand même, j'aurais jamais pensé ça. Moi non plus. Le look est à la fois net et dur. Les têtes sont rasées pour l'hygiène et la dureté, d'où le nom skinhead. Les vêtements sont de marques pratiques et résistantes comme Levi's puis Ben Sherman. Leurs pieds sont chaussés de bottes Doc Martens faites pour le travail, mais aussi pour le combat. C'est l'uniforme de la working class britannique. Le cœur Même battant... il lance sa feuille, c'est hot, hein? C'est dramatique. Il a volé le move à T'as pas vu Papy Joe. Papy Joe, c'est comme... OK, toi, c'est doux, là. Ah ouais, c'est ça, doux, OK, c'est c'est ça. correct. T'es pas obligé de faire... Ouais, c'est comme... J'aime le doux, c'est correct. Le cœur battant de cette nouvelle culture se trouve dans l'interaction entre les jeunes immigrants jamaïcains de la seconde génération des fameux Root Boys. Le thème Root Boys,
Est-ce que vous connaissez ça? Root Boys, Les Root garçons Boys. de racine. Root. Rude. Rude, ok, ouais, Rude, ok. Non. Non. Peut-être de nom, mais à part de ça, Le non, pas terme plus. Rude Boys est né en Jamaïque dans les années 1960, décrivant des jeunes souvent issus de ghettos ou de la classe ouvrière qui adoptaient un style vestimentaire sharp. Costume fin, chapeau pocket pie. Mais dont l'attitude était dure, rebelle et souvent liée au crime et à la violence de la rue. En immigrant au Royaume-Uni, ces jeunes Jamaïcains de la seconde génération et les skinheads partagent la même réalité, celle de la frustration sociale et de la marginalisation dans les quartiers ouvriers. Les Rude Boys, avec leur style cool et menaçant, partagent avec les jeunes Anglais le même sentiment de frustration sociale. Ils ont apporté ça aussi, c'est eux qui ont apporté tout le côté musical des skins, qu'est-ce que la musique écoute à la base, qui était, les Rude Boys ont apporté avec eux le ska, le rocksteady et le reggae. Fait que les skins écoutent du ska, allez, on skink. Ben ouais, c'est ça. Part de ça, qui est tous ces sous-genres-là qui ont débordé dans la musique punk et la culture alternative par la suite, si on veut. Exactement. Ces rythmes sont devenus la base même de la culture skinhead. Il y avait un label emblématique qui s'appelait Troja Records, fondé en 68, qui était la source principale de ces rythmes jamaïcains. L'existence même de ce label et sa popularité parmi les premiers skinheads prouvent que la culture skinhead à l'époque était intrinsèquement métissée et antiraciste. Oui. Fait que c'est vraiment... C'est ça qui est drôle avec l'image ancrée aujourd'hui. Si tu fais juste te pencher un peu sur le début de cette culture-là, Ça le défait tout de suite. ça Ouais, part c'est ça, du hein. métissage. C'est les mods qui se sont rencontrés avec les Rude Boys qui arrivaient de la Jamaïque, que les deux styles se sont mergés ensemble, qui ont créé le skin qu'on connaît à la base. Fait que c'est comme tout ça qu'il faut essayer de démonter parce que parce que les skins vont appeler les skins traditionnels, qu'on pourrait dire. Ils vont je vais vous le dire un peu plus tard, mais ils appellent les skins néo-nazis d'une autre façon. OK, ouais. Ils ont un autre nom, puis c'est comme ça qu'on devrait les différencier à ce Ok. moment-là. Au lieu de toutes les mettre dans le même panier. Ouais. OK, ouais. Cette culture s'est estompée puis est revenue en force avec le Skinhead Revival à la fin des années 70. C'est là que le mouvement entre dans la zone de turbulence. Des organisations d'extrême droite comme le National Front ont infiltré ces jeunes en colère pour recruter des soldats de rue, leur offrant l'immigrant comme cible facile. Fait que là, tout part politiquement. C'est que là, dans les années 70, que la marde commence à pogner. Ouais, c'est ça. C'est là que ça va tout se briser. Là. C'est ainsi que le mouvement s'est scindé. Pour propager la haine, ces néo-nazis ont créé leur propre son, le Rock Against Communist, qu'on va appeler le RAC. Ceux-là, ces néo-nazis seront désormais désignés par ceux qui veulent protéger l'honneur des origines, les Boneheads. Boneheads. Yes. Avec le skinhead, le boneheads. OK. Fait que Ça fit. les néo-nazis seraient les Boneheads. Ah, OK. Puis j'imagine probablement en lien avec l'expression anglaise bonehead, d'être un niaiseux, un épais, crétin. un crétin. OK, ouais. Ah, ça fit. Checks out, comme on dit, là. OK, je vois les liens. C'est de là que ça vient. Ah, l'autre bord, tranquille. Tranquille. Ben, t'es bien parti au début, tu disais la lecture à l'école, c'était ta matière la moins forte. Là, les 2-3 premières phrases, là, il a fallu que tu te réchauffes. Mais là ça va bien, on est accroché à ses lèvres. Je m'attendais Et pas vous? non plus commencer avec ça ce soir. Ah, ben là, c'est ça qui est ça. Le choix a été fait. Yes, OK, continue. Ouais, continue, je vais prendre une gorgée, continue. Après avoir détourné le style, les Boneheads ont entrepris de détourner le sens. Leur idéologie primitive, suprémaciste blanc, antisémite, violent, néo-nazisme, a besoin d'un langage codé pour s'organiser. Donc, qui sont les Boneheads? Le terme Boneheads, tête d'os en français, Ouais. ou
comme Max disait, crétin. Je l'avais Ouais, c'est ça. je l'avais écrit ici. Oh, bien. Ouais, c'est ça. Soit tête d'os, littéralement, ou c'est ça. Qui se veut une insulte. Ah, Bonehead. Utilisé par les skinheads antiracistes, les Sharp, qui sont l'organisation des skins antiracistes, sert à rejeter l'association entre le mouvement skinhead original et le néonazisme. Le look est transformé et uniforme de la haine. En uniforme de la haine, excusez. Des tatouages, des graffitis, des autocollants signalent l'appartenance à l'extrême droite. Le 14 fait référence aux 14 mots, le slogan le plus important du suprémacisme blanc, formulé par David Lane, un leader néo-nazi américain. Est-ce que vous savez c'est quoi ces 14 mots? Non, mais ça m'intéresse. J'ai entendu ça, que le chiffre 14, il y avait un rapport, là, ça me revient, mais non, je peux pas te dire, non. Les 14 mots sont « Nous devons assurer l'existence de notre peuple et un avenir pour les enfants blancs. » Ouh, c'est assez exclusif. C'est assez exclusif. Oh. OK, fait qu'on continue. Est-ce que vous savez ce que le 88 signifie? Je savais que ça me dit quelque chose. Je savais qu'il y avait des chiffres importants, mais non, je pourrais pas dire non plus. Non. Je me rappelle plus. Ils se promènent, c'est ça, ils se promènent avec ces chiffres-là affichés sur eux. C'est les tags qu'ils font aussi. Le 88 signifie le High Hitler. Pour le HH. Ouais, OK, ça me revient. Je n'avais entendu parler, mais j'essaie de me rappeler ça voulait dire quoi, OK. Les vêtements puis les couleurs. Le port de certaines couleurs, de lacets ou de logos de groupes spécifiques permet d'identifier l'allégeance politique ou le gang. Par exemple, les lacets blancs sur les bottes noires, Doc Martens, indiquent dans de nombreux groupes Boneheads que l'individu a versé le sang pour la cause suprémaciste blanche. Oh, OK, c'est comme des badges. C'est pour démontrer à quel point leur allégeance, on veut dire, puis ce qu'ils ont accompli pour la cause, entre parenthèses. Ouais, exact. OK, ouais, my God. Exact. C'est vraiment, tu sais, ils ont tout un code là, de même. Là, tu sais, une telle couleur, ça veut dire ça. Comme des ceintures de karaté. Un peu, ouais. Si on peut voir ça de même. Mais OK, ouais, il y a comme un code là-dedans où les camps de concentration, les juifs aussi, en temps nazi, qui étaient codés selon des symboles, des couleurs, des trucs comme ça me rappelle ça aussi. Ils veulent aussi avoir ces codes-là pour pouvoir se reconnaître facilement dans les rues, puis ils veulent pas que n'importe qui aussi peuvent les reconnaître d'une certaine façon, que ils vont reconnaître qu'un skin, mais ils vont pas nécessairement tout de suite dire c'est un skin raciste ou aussi sans connaître c'est certaines choses. OK, ouais. Et peut-être besoin d'aide en haut, je pense. Fait que, ben oui. Fait que, je m'excuse. Ça marche pas encore, j'irai moi tout. Tu continueras tout seul. Des marques des marques de grand public sont détournées ou des marques spécifiques sont adoptées pour un codage discret de l'appartenance à l'extrême droite. OK. Fait que, comme les Lonsdale est une marque britannique de vêtements de sport particulièrement populaire en Europe. Les militants le portent souvent en dissimulant les lettres L, O, L et E pour ne laisser apparaître que les lettres NSDA, similaire à NSDAP, le parti nazi. Le logo est donc stratégiquement masqué pour afficher le NS, National Socialist, sans être immédiatement repérable par le grand public. Ouais, c'est ça. Ils ont des codes entre eux autres, mais le commun des mortels qui connaît pas ça fait juste voir pourquoi il barre des lettres sur son manteau, genre. Ça. OK, ouais, c'est subtil. Il y a aussi le Tastenor, une marque allemande de vêtements. Son logo et son imagerie utilisent des runes nordiques et des symboles de la mythologie germanique. Bien que la marque affirme être apolitique, elle est massivement adoptée et reconnue au sein des réseaux néo-nazis en Europe, où elle est devenue un uniforme quasi officiel. L'utilisation de ces symboles nordiques vise à contourner les lois interdisant l'affichage direct de symboles nazis
tout en véhiculant une idéologie de pureté raciale et de force guerrière. Ces marques sont utilisées comme des codes discrets pour la reconnaissance et l'affirmation d'identités racistes. Ah ben c'est ça. Ils se servent de ces marques-là. Ils se font des codes avec quelque chose qui existe. Puis c'est comme. Ils voient quelqu'un qui a cette marque-là, mettons, au loin. Fait qu'ils peuvent l'identifier déjà au loin. Puis en se rapprochant, si tu vois que la personne a vraiment comme modifié son vêtement, là, c'est comme, OK, là, tu comprends tout de suite s'il est dans ta gang ou si t'es contre lui. Ouais, exactement. OK. Exactement. Le RAC, leur rock against communism, ouais. est le moteur économique et logistique de la mouvance néo-nazie internationale. Le groupe Screwdriver, fondé au Royaume-Uni par Ian Stuart Donaldson, est le groupe fondateur du genre. Est-ce que tu sais c'est qui Ian Stuart Donaldson? Non. Non. Donaldson a initialement démarré le groupe dans le mouvement punk oi à la fin des années 70. Déjà, leurs concerts attiraient la violence. Après avoir été recruté par l'extrême droite, il a totalement transformé et rebaptisé le groupe vers 1983 en une machine de propagande White Power. OK, gros rebrand, là. Yeah. On est ouvertement raciste, c'est ça qu'il a dit, Yes, là. sir, on Tabarouette. Ça part en force. Yann est surnommé le parrain du RAC. Donaldson avait un long casier judiciaire de violence. Il fut notamment arrêté en avril 1983 sous des accusations de tentative de cambriolage et d'agression aggravée. Son rôle ne se limitait pas à la musique. Il a cofondé avec l'activiste Nicky Crane le réseau Blood and Honor, établissant ainsi l'infrastructure internationale pour transformer la musique en argent et le racisme en action. OK, ouais. Il a vraiment essayé de comme, diversifier ses activités, si on veut, en rendant ça comme rentable en plus. Ouais, exact. Spécial quand même. Puis c'est une façon aussi, c'est ça, de... Vas-y. On va te dire beau travail. Tu peux reprendre ta place. J'avais fait 50% de la job. Je pensais que tu avais peut-être un peu besoin. Ça a comme ravivé la flamme, là, que ce soit moi qui monte finalement. Ça n'a pas fait l'effet escompté. Non. Ouais, c'est ça. Fait que ils transforment avec Blood and Honor, ils établissent une infrastructure. C'est ça. C'est avec Blood and Honor, c'est comme ça qu'il va populariser internationalement le rock against communism. Ouais. Leurs concerts et la vente de leurs albums ont servi à financer les organisations politiques radicales et leur musique est restée la bande sonore emblématique et un point d'entrée pour les nouveaux adhérents. Donaldson est décédé dans un accident de voiture en 1993, mais son héritage de violence et de financement par la musique perdure. Que Blood and Honor, c'est un réseau international créé en 1997. Puis c'est le moteur logistique du Rock Against Communism. OK, ouais. Et ils organisent des concerts secrets à travers le monde, produisant des disques et de la merch, servant de structure et de financement. On a aussi les Hammerskins, OK. qui sont la force militante des suprémacistes. Les Hammerskins sont créés en 88 à Dallas, au Texas. Sont l'un des gangs skinhead néo-nazis les plus violents et organisés au monde. OK. Ça part en force. Yes. Les Hammerskins ont été fondés par un petit groupe de skinheads cherchant à créer une fraternité, un brotherhood, uniquement pour les Ariens. OK, ouais. Ça part bien, hein? Ouais, ça part très, très bien. Ça y va, comme on dit. Ouf. C'est parti. C'est bien. OK, ça serait vraiment rien que le départ. Attention. Ouais, Là, on est en quelle année? Ça, c'est en 80... dans les années 88. Ouais, c'est 88. Proche de Génération X, peut-être. Dans ces eaux-là. C'est un portrait un peu d'eux autres, là. Génération ça, X, c'est les Hammerskins. C'est ça. OK, voilà. Ils sont... leur logo, je vais vous le dire là, aussi, là, mais j'y arrive. Là. C'est bon, Ils ont établi une structure hiérarchique stricte avec des règles internes d'élite. Leur symbole, les deux marteaux croisés. C'est ça.
représente l'idée qu'ils sont le marteau qui va frapper et briser la société multiraciale. Leur adhésion est limitée et exige la preuve d'un engagement total et souvent de la violence antérieure pour être accepté. OK. Faut que tu aies un beau pedigree, là, déjà. Oui. C'est comme un groupe de crime organisé. Un peu, ouais, hein. Ça ressemble à ça, finalement. C'est exactement ça. Un peu beaucoup, dans le fond, tu sais. Il y a un peu pas mal. Les Hammerskins... Les Hammerskins, c'est plus qu'un gang. C'est un réseau de recrutement pour des terroristes intérieurs. L'organisation est responsable de nombreux crimes de haine ciblant spécifiquement des minorités, noires, juives, hispaniques, et des opposants. Le crime le plus notoire et le plus révélateur de leur idéologie est le massacre du temple sikh de Oak Creek. Oak Creek. Oak Creek. Oak Creek, ouais. Ah, je sais pas, j'imagine. Ouais, Oak Creek. Ah, laisse-moi Oak Creek, ouais. Ça fait du sens, Oak Creek. Désolé, mon anglais de merde. T'as le prof d'anglais pour t'aider, ça va. Non, mais j'ai quand même, tu sais, on a quand même fait des entrevues complètes en anglais, mais des fois. Je t'ai Des fois, je cherche mes mots, là. C'était gênant devant Bronson de Sum 41, là. C'est pas gênant quand t'essayes. Voilà. C'est ça, on essaye. Voilà. Qui s'est déroulé le 5 août 2012 dans le Wisconsin. L'auteur de la tuerie est Wade Michael Page. Il était un membre actif des Hammerskins et un musicien de la scène RAC, connu pour sa haine raciale. Page est pénétré dans le temple et a ouvert le feu, tuant 6 personnes et en blessant plusieurs autres, dont un policier qui a courageusement tenté de l'arrêter. Ce fut un acte de terrorisme intérieur d'une violence extrême, ciblant une minorité religieuse et raciale. Ce crime a prouvé de manière sanglante que l'idéologie des Hammerskins n'est pas limitée à la rue, mais qu'elle est un vecteur de terreur de masse, directement alimenté par la propagande générée par leur scène musicale. Fait que ça commence à être violent. Voilà, ça. Ouais, exactement. C'est le terme que je cherchais. C'est cette haine codée qui a conduit directement au crime. Cette haine qu'on entend justement dans les chansons. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui c'est vraiment avec la musique qui pousse leurs idées puis qui font voyager leurs idées à travers les différents groupes. Fait que c'est vraiment de cette façon-là que la propagande se passe. T'sais. En 98, dans la lumière crue des néons de Las Vegas, se jouait une guerre dont les touristes ignoraient. Lynn Newborn et Daniel Shurty n'étaient pas des victimes accidentelles. C'était des cibles d'une exécution idéologique, l'aboutissement de la haine perchée par les Boneheads. Lynn, 18 ans, et Daniel, 20 ans, étaient des skinheads de la résistance, du mouvement Sharp. Leur adhésion, loin d'être un acte de haine, était une preuve de foi dans les origines antiracistes et métissées du mouvement fondé sur le ska et le rocksteady. Leur mission était de nettoyer l'image du skinhead et de chasser les nazis de la scène musicale. Leur bureau était des membres du gang néo-nazi local associé aux Hammerskins. Le chef était John Butler. Là, pensez pas que c'est John Butler qui joue de la musique ska. J'allais dire, ça me semble, ça me dit de quoi, John Butler? Le John Butler Trio, là, c'est fucking bon. Là. C'est ça, c'était comme... Attends une minute, là. Crissement pas lui. Là. OK, crissement pas lui, d'accord. Butler était le produit pur de la haine, ce qui est l'autre de quand t'écoutes Ocean, tu ne vois pas. C'est le contraire. Était le produit pur de la haine organisée. Il n'était pas un simple voyou, mais un militant actif dans le mouvement White Power. Il était fortement affilié ou directement lié au réseau des Hammerskins ou des gangs idéologiques alignés. Son historique de violence était déjà long, marqué par des vols, des voies de fait et des agressions ciblées contre des minorités.
Ces crimes étaient des rites de passage pour gagner sa crédibilité au sein de la fraternité suprémaciste où l'on doit verser le sang pour la cause. Le 3 juillet 1998, le piège de l'exécution est tendu. Loin des regards, dans le désert du Moab, Lynn et Daniel sont attirés sous un faux prétexte et encerclés. La violence est immédiate. L'agression n'est pas simplement physique, elle est psychologique. Les assaillants les ont humiliés en raison de leur antifascisme, tentant d'effacer leurs convictions. Les deux amis sont frappés et maîtrisés par Butler et les autres membres du gang, qui utilisaient leurs poings, les pieds et des battes de baseball. La torture n'était pas destinée à les neutraliser, mais à être une démonstration rituelle de la haine. Ils ont été brutalement battus et humiliés en raison de leur antifascisme. Chaque coup était accompagné d'insultes racistes, de menaces visant à briser leur esprit, le punir pour leur trahison de la race blanche. Les coups portaient sur tout le corps, y compris des blessures graves à la tête. Ils subissent des traumatismes multiples avant l'acte final. Le summum de la cruauté est atteint lorsqu'ils sont forcés de s'agenouiller. John Butler, le chef du gang, prend l'initiative. Il tire d'abord Lynn, puis sur Daniel, exécutant les deux jeunes hommes à bout portant. Leurs corps sont abandonnés sous le soleil. L'enquête révélera que ce crime était la conséquence directe de la guerre idéologique prêchée par le RAC et exécutée par des gangs comme les Hammerskins. C'était une tentative d'éradiquer la vérité historique du mouvement skinhead. La justice a finalement rattrapé les assassins. John Butler, le principal exécuteur, a été reconnu coupable d'un double homicide et condamné à prison à vie. Sa condamnation a marqué un coup sévère contre le mouvement Boneheads dans la région. J'imagine. My God, c'est de l'événement. Fait que... c'est ça, c'est que là, ils sont même rendus qui s'attaquent, tu sais, c'est comme... Aussitôt que tu penses différemment comme eux, tu peux être une cible. T'sais. Ouais, c'est ça, c'est juste comme on était alliés, puis là, moindrement, comment je dirais ça, c'est une divergence d'idéologie, mais tu sais, pas nécessairement quelque chose qui contre le monde, c'est juste, hey, tu penses pas comme moi, peu importe, genre, puis tu sais, c'est pas juste de se le dire, là, ils ont tabassé puis ils ont tué, là, je veux dire, c'est pas rien. Là. Non, c'est ça, tu sais, puis il aurait pu, aussi, tu sais, il y a vraiment une volonté de les faire souffrir, là, tu sais, il aurait pu juste les... Ouais, vraiment. Tu sais, là, je dis juste, là, mais il aurait pu juste les agenouiller puis les exécuter, tu sais. En principe. Mais ils les ont tabassés, ils les ont insultés, tu sais, ils ont essayé de tout détruire ce qui était, là, avant de les tuer, là. Un travail de haine. C'est un beau son, j'essaie d'éloigner ça du micro. Tu sais, lui, fait que full son histoire, là, c'est full sérieux puis intense. Moi, je suis comme, je veux juste m'ouvrir une bière tranquille. On fait le silence. Le silence, là, c'est ça. Je me dis, à un moment donné, ils vont dire de quoi. Le stagiaire va changer la caméra de bord. Là. Moi, ça fait comme 5 minutes, je shake et je veux m'ouvrir une bière. Ça Jamais. va, tout va bien. Ouais, Je la laisse là jusqu'à la première gorgée. Si le meurtre de Lynn et de Daniel symbolise la guerre intestine par la violence physique extrême, les cas québécois illustrent comment la même idéologie Bonehead se structure en crime organisé et idéologique pour harceler et intimider sur notre propre territoire. Le Québec n'a pas été épargné par la vague d'infiltration d'extrême droite dans les années 80 et 90. Le mouvement Bonehead s'est implanté, s'inspirant des réseaux internationaux Blood and Honor et des Hammerskins que nous avons décrits. Fait que vous saviez qu'il y avait des skinheads au Québec. Oui, ça oui. Puis qu'il y avait aussi des mouvements skin antiracistes. Est-ce que vous le saviez aussi? Ça oui. Non. Ah. On a une honnête. Hein? Non, je ne savais pas vrai. Je savais pas. L'arrivée de la culture skinhead au Québec a d'abord été fidèle à ses racines ouvrières, mais la fracture idéologique est devenue visible dans les villes comme Montréal et Québec, qui sont rapidement devenus des points cruciaux pour le recrutement.
Puis c'est là que la séparation a été directement alimentée par la propagande musicale. Montréal, en tant que métropole internationale, est un point d'accès majeur et est devenu un point d'entrée stratégique pour les réseaux européens comme Blood and Honor, les vinyles des groupes comme Screwdriver et la littérature du label ont circulé en contrebande, offrant aux jeunes recrues une structure idéologique. Ce réseau criminel ont vu le Québec comme un point stratégique pour l'organisation des concerts secrets, transfrontaliers, destinés à générer du financement et consolider les liens avec les crews américains, notamment les Hammerskin de la côte Est. Ça va vite un peu pour moi. Là. Fait que là, dans le fond, au Québec, là comme... Ouais. Quelle année? Non, ça, c'est aussi dans les années 80-90 plus le Québec. En parallèle. Okay, ouais. Puis ça a commencé comme à l'origine dans les quartiers ouvriers, puis tout ça, avec le côté plus multiculturel. Puis après ça, le côté par la musique et tout ça est rentré dans le côté plus raciste, puis tout ça rentré de cette manière-là. Ouais. OK. Je te suis, là. Ça allait vite un peu. C'est le jeu de caméra, là, je suis pas habitué avec ça. T'en fasses souvent. T'as bien fait de demander. Il aussi, t'es absent quelques minutes, là aussi. Vous avez peut-être manqué un bout. Là, un peu. Ben, il a manqué le bout sur les... les Screwdriver. Ouais, puis qui est eux qui ont... Fais-nous-le, ça a de l'air bon. Non, mais je leur ferai pas, mais en gros... Le moteur économique du mouvement. C'est eux qui ont parti le Rock Against communiste, un peu eux autres, le mouvement de ça. Ouais. RAC. Le mouvement Bonehead a réussi à instrumentaliser le nationalisme québécois radical en fusionnant les thèmes de la suprématie blanche avec la défense identitaire locale. Fait que là, j'avoue que ça se lie bien ensemble quand tu y penses. On s'est servi de ça pour le peuple... le peuple français, québécois. Il y a comme un soulèvement social qui veut se passer. Parce que là, on était entre les deux référendums, entre 80 et 95. Fait que c'est sûr qu'il y avait un gros mouvement souverainiste qui était là. Sur qui qu'on a mis la défaite de 95. C'est ça, 95 sur le vote technique? C'est le vote technique. Fait que là, l'argent et les votes techniques. Faut pas oublier l'argent. Ouais. Mais en deuxième, les votes ethniques. Tu sais, dire ça en grande pompe devant tout le monde. Puis tu sais, c'est... J'aime dire qu'un peu au Québec, on cultive le racisme là, en ce moment aussi. Là, avec, tu sais, comme tous nos problèmes sont causés à cause de l'immigration, puis tout ça. Les excuses. Ouais, c'est ça. Puis c'est toujours de pointer sur eux. Le problème, c'est pas qu'on leur dit oui, venez, on a tout pour vous recevoir, puis finalement, on n'a rien, puis on en reçoit trop. Tandis qu'on n'est pas capable, puis on leur ment, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Hey, le peuple ici, c'est à cause d'eux autres qu'on peut pas avoir nos affaires, c'est à cause d'eux autres qu'on a une crise de logement, c'est à cause d'eux autres. Mais Chris, arrêtez de leur dire qu'on est capable de les accueillir, puis tout ça. Parce que c'est là que tu crées une séparation. Là, c'est ça, on dirait que ça fait comme une espèce... Ça met de l'essence dans le moteur de la haine. Là. Puis là, c'est ça. Le Québec, le Canada, ça a toujours été une très grande terre d'accueil pour les immigrants. Puis je veux dire, on a eu des beaux échanges, puis des belles choses sont arrivées de ça. Mais en ce moment, avec l'économie qu'on a, je pense que partout dans le monde, c'est rendu difficile d'accueillir l'immigration de masse. Le problème, c'est pas les immigrants, c'est le gouvernement qui leur dit oui, on est capable, puis on n'est pas capable. On leur miroir de ça, comment venez. On va vous avoir des médecins, on va vous avoir aussi, puis ils arrivent ici, puis ils n'ont rien, puis ils se ramassent 20 dans un appart parce qu'il n'y a pas de place. Non, c'est ça, puis ils sont pas plus avancés que ce qui arrive des fois, tu sais. Exactement. Fait que arrêtez de cultiver le racisme, pas de leur faute. Ça se cultive mal. Ouais, c'est ça, ça se cultive mal. L'hiver, c'est ça, l'hiver arrive en plus, pas le temps de cultiver, là. Arrêtez ça, là. C'est pas une bonne idée, non. Bon, ok, là, je t'ai rendu. Et ils ont créé un narratif de pureté et d'exclusion qui a facilité le recrutement au-delà du seul milieu skinhead. Fait que, justement, en incluant ce côté-là
de la comme nationalistes de québécois, ben, ils ont ouvert leurs horizons à plus que des skins. Là. Fait que leurs groupes sont plus grands à cause de ça. Le Rock Against Communist est devenu aussi le moteur de la haine locale, en se servant encore de ça pour faire de la propagande et aussi l'outil d'endoctrinement, de recrutement, de financement pour acheter pas seulement de la musique et tout ça, mais il servait aussi de ces shows secrets-là pour acheter des armes, acheter les vêtements, puis la propagande qui était comme les livres de Blood and Honor qui distribuaient puis ces choses-là. Le mouvement a évolué, passant de gangs de rue des années 90 à des structures plus sophistiquées. Les militants ont appris à se cacher derrière des causes nationalistes pour recruter. Voilà. Comme on a un là, en ce moment, un parti super raciste, là, Québec national, je pense, ou je sais pas trop, là, un gros parti là, qui est hyper extrême droite, puis tout ça, là, qui se présente aux élections. Puis, Au provincial, ça? Ouais, provincial. Je suis tellement... Mais là, je me rappelle pas exactement le nom. Là. Où je suis semi-politisé, fait que je suis pas la meilleure Yes, référence en tout cas. pour t'aider avec ça, malheureusement. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, c'est un exemple de structure un peu plus organisée qui prennent, tu sais. Ouais. Puis qui se base surtout sur le côté, justement, nationaliste québécois. Aller chercher l'émotion de ça, puis de transformer ça pour aller à ratisser à leur cause, si on veut. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Le lien entre musique et militantisme criminel se cristallise avec l'émergence de groupes locaux. Fait que là, il y a plus juste, ils s'inspirent plus juste des groupes américains ou les groupes de l'Angleterre puis tout ça. Ils ont les groupes locaux qui commencent à se former avec des sons agressifs et aux paroles sans équivoque, souvent du hate-core ou oi punk haineux, conçus pour la confrontation. Est-ce que vous connaissez des groupes de skin associés à l'extrême droite? Non. Du De tout. musique, non? En français? Ben, au québécois. Là. Oui, c'est ça. Pas non? nécessairement en français, mais québécois. Il y a trois comme bands majeurs, qui est Légitime Violence, qui est leurs thèmes principaux dans leurs chansons, c'est la fierté blanche, l'anticommunisme, la violence physique. Ça part en force. Hein? Ça part en En force. force, en force. Ouais, ça part en force. Le rôle dans le mouvement, le plus central, c'est le tremplin direct pour le militantisme politique organisé. C'est pas mal eux autres qui ont amené le... Je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais le chanteur, c'était pas mal lui qui a amené le mouvement néo-naziste au Québec, dans le fond. OK. L'instigateur de tout ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Il y a Bootprint, qui, eux autres, leur thème, c'est la haine des minorités, les thèmes de la rue, la glorification de la jeunesse bonehead agressive. D'autres beaux termes. Puis leur rôle, c'est consolide la violence de rue comme tactique militante. Fait qu'eux autres, ils descendent dans la rue puis ils vont se battre. OK, straight up, là. Pas le temps de niaiser. Pif, paf, pouf, dans la gueule. Exactement. Tabarnak. Et il y a aussi le groupe Coup de masse, qui est nationaliste québécois, poussé à l'extrême dans l'identité, défense de la race blanche. C'est ça leur thème qu'ils apportent dans leurs chansons. On est-tu dans des bands actifs? Ou... Ouais, coup de masse, moi, pour vrai, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler de ça comme dans les 5-10 dernières années. Je pourrais pas mettre le doigt dessus. Là. J'ai pas été vérifié, je vais t'avouer. T'en as pas écouté. Mais c'est un Non, nom c'est que j'ai pas entendu. Tu sais, on est beaucoup dans des... C'est comme je dis encore, la culture alternative, Parce la que là, musique. nous autres, on a parlé avec Bar à Clous. Ouais, Fait je sais, que, j'avais ça. trompe-toi Ouais, pas. non, là, à un moment donné, c'est vrai qu'il y en a pas mal des bands avec des noms comme ça, avec des termes qui ont rapport avec ça, mais non, vraiment coup de masse. Tu sais, souvent, comme je dis, on est dans les groupes du monde alternatif, puis bon, personnellement, musiciens, puis d'autres mondes aussi. Des fois, on voit des noms de bands qui passent, tu sais, du monde qui discute ou des groupes qui cherchent des musiciens, souvent. J'ai l'impression d'avoir vu ça passer dans les 5-10 dernières années, coup de masse. Mais tu sais, c'est sûr que ça s'annonce pas.
Je suis assis ici en ce moment, fait que non. Mais tu sais, des fois, tu vois ça passer, puis c'est ça, tu sais, comme on parlait tantôt avec les vêtements, tu sais, des fois qui sont identifiés, tu sais, le monde s'associe à certaines marques, mais ils modifient leurs vêtements pour démontrer leur allégeance, des trucs comme ça. Tu sais, en musique, un groupe va pas nécessairement arriver, tu sais, s'ils font des shows pas juste secret ou underground, arriver. Hey, salut, on est une gang de néo-nazis, genre en plein jour de même. Hey, on est un groupe de haine. Pas sûr, moi, que genre. Non, c'est pour ça que c'est secret. Premier, ouais. C'est pour ça que c'est secret, puis c'est toutes des petites organisations, que c'est comme ça se passe par en dessous. Ils vont pas arriver. Mais tu sais, même leurs shows sont tous secrets. Toutes les... Ben, c'est sûr, là. C'est un mouvement de haine. Squats, Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est un mouvement de haine, là, je veux dire, ça peut pas endosser par le grand public. Ouais, exact. Le maillon clé entre cette musique de haine et le crime organisé est Raphaël Lévesque. Sa progression incarne parfaitement la mutation du simple bonehead en organisateur néo-fasciste. Raphaël Lévesque, connu sur la scène RAC sous le nom de Raph Stomper, n'était pas un militant anonyme. Il était le chanteur et l'un des membres fondateurs du groupe Légitime Violence. Son rôle était donc central dans la production et la distribution du contenu idéologique et financier du mouvement. L'évêque a transité directement du milieu des bars violents et des événements RAC secrets, où il utilisait la musique pour l'endoctrinement et le financement de l'action politique directe. Il a ainsi servi de pont essentiel entre la sous-culture skinhead violente et la création de l'organisation politique. Fait que c'est comme je vous disais, c'est vraiment lui qui amène, qui crée ce pont-là entre les mouvements RAC, Blood and Honor, puis les mouvements. OK. Il est un peu un socialite de ce genre de monde-là. Là. Tous les petits groupes un petit peu indépendants, lui, c'est comme le lien. Ouais, il va comme ratisser ça ensemble. Là. Ici au Québec. C'est un genre de socialiste raciste. Ouais. That's kind of weird. Ils fondent l'organisation néo-fasciste Atalante Québec, qui est la grosse organisation là, skinhead, bonehead, on va mieux dire. Ouais, plus bon, ouais, j'avoue, si on veut. Bonehead, aiguiller ça. Ouais, au Québec. Un groupe qui camoufle l'idéologie bonehead derrière une militantisme nationaliste. Atalante Québec se présente comme un groupe identitaire, mais il s'agit d'une structure néo-fasciste qui utilise des méthodes d'intimidation criminelle inspirées par les tactiques des gangs de rue. L'organisation est structurée pour le combat de rue et le harcèlement ciblé. Leur idéologie est basée sur le nationalisme ethnique et le suprémacisme blanche déguisé. Rejetant l'immigration et les minorités religieuses, leurs actions ne sont pas de la simple opinion politique. Ce sont des crimes de haine organisés qui visent à terroriser des communautés entières. Est-ce que vous connaissiez Atalante Québec? Non. Vous avez déjà entendu ça? J'ai l'impression que j'ai déjà entendu ça, mais je sais Ouais, pas. moi aussi, mais pas plus Je que sais pas ça. si ça n'avait pas été médiatisé ou un shit comme Probablement, ouais. T'as-tu un événement, une conspiration, théorie quelconque? Il est arrivé événement? quelque chose en 2017. Ah, c'est quand même récent. ça. Ouais. Les actions d'Atalante orchestrées par l'évêque sont des crimes de haine organisée. L'exemple le plus flagrant est l'affichage de banderoles racistes et islamophobes. Exemple, terroristes à mort, islam dehors, sur les remparts de Québec. Ça me dit quoi, ouais? Ça me dit quelque chose. Cet acte constitue une incitation publique à la haine, un chef d'accusation sérieux au Canada. Le crime qui a mené à la condamnation de l'évêque est une intrusion organisée le 23 mai 2018 dans les bureaux de médias en ligne Vice Québec à Montréal. Pas jour à ma fête. Corinne. Fallait qu'il se passe de quoi de négatif ce jour-là. Ça a tout ruiné ma fête. Bon. Visant à intimider le journaliste Simon Coutu. Si vous ne savez pas qui est Simon Coutu, c'est lui qui a fait le documentaire sur les mâles alpha
qui est sorti cette année, qui a fait beaucoup Ouais, qui a parler. beaucoup jasé, ouais. Puis, là, je vous le dis, là, pour ceux qui sont sur Twitch, lundi, j'enregistre une petite entrevue avec Simon pour parler un peu de, justement, l'événement que je vais vous décrire là. Fait qu'on va avoir son point de vue directement à la fin de l'épisode quand il va sortir. Fait que ça vous donne une raison pour le réécouter. Et que c'est bien fait. Oh! Hein? Et que c'est bien fait, il n'y a pas à dire. C'est bien fait. Hein? Ah, que c'est beau. C'est le fun, ça. Ah, que c'est beau. C'est le fun, ça. C'est Pas dans le fier de ça. C'est dans le Faut être fier! Faut être fier! Pas fier de ça. C'est pas rien, ça. Pas rien, faut être fier! All right, en parlant de fierté. Les actions de... Attends, ça, j'entends. J'ai peur de la fierté que tu vas nous envoyer, mais gars, on est là pour ça, hein, ça je veux dire. Yes, on y va. Exactement. L'évêque s'est présenté à la porte verrouillée du média, accompagné de 6 hommes masqués portant des chandails d'Atalante. Après avoir utilisé un superfuge pour se faire ouvrir, le groupe a fait éruption, jouant de la musique forte, jetant des tracks et des nids de clowns sur le sol. L'évêque s'est approché du journaliste ciblé pour lui remettre un prix Média Poubelle en 2018, satirique, signifiant que ses reportages sur l'extrême droite le désignaient comme un ennemi du mouvement. Plusieurs employés ont témoigné s'être sentis menacés et intimidés par l'intrusion de la présence des hommes masqués. Initialement, acquitté en première instance, la Cour d'appel du Québec a renversé cette décision en 2022. Raphaël Lévesque a été reconnu coupable d'introduction par... Intrusion par infraction. Ouais. Exactement ça, J'ai essayé de l'aider un peu. Je suis pas capable de lire la feuille, mais je suis pas pire en français. Par infraction dans un dessein criminel et de méfait. Le plus haut tribunal du Québec a statué que la liberté d'expression ne peut excuser l'entrée illégale dans un lieu privé dans le but de commettre un acte criminel. L'évêque a finalement écopé d'une peine de probation, le laissant avec un casier judiciaire prouvant que la ligne entre le discours de haine et le crime direct est inexistante pour cette organisation. Ben ouais. Le cas québécois montre que la haine skinhead a transcendé la simple bagarre de rue pour devenir une organisation criminelle financée et menée par des militants déterminés à utiliser la violence physique ou idéologique pour imposer leur vision. Ce que nous apprend cette histoire, c'est que la haine doit d'abord effacer l'histoire pour pouvoir se propager. Mais la vérité historique est défendue. Au Québec comme ailleurs, les skinheads refusent que leur style soit associé au nazisme. Des groupes comme Sharp et Rash, Redhead Anarchist Skinhead, sont actifs. Ces individus portent l'uniforme traditionnel comme un symbole de résistance contre le fascisme. Ils se réapproprient la musique ska, rocksteady et oi, originale et combattent activement l'idéologie véhiculée par des organisations comme les Hammerskin ou Blood and Honor et Atalante au Québec. Ils sont le lien vivant entre les Rude Boys de 69 et le mouvement d'aujourd'hui. Le crime pour du crime à mes oreilles, ce n'est pas seulement le sang de Lynn et Daniel versé dans le désert du Moab. Le véritable crime, c'est la tentative constante d'effacer les origines noires, ouvrières et métissées d'une sous-culture. La seule façon de combattre un crime idéologique est de refuser le silence et de rétablir la vérité historique. Un skinhead nazi n'est pas un skinhead. C'est un bonehead. Et grâce à ceux qui portent fièrement les bottes pour l'antifascisme au Québec et ailleurs, l'héritage métissé de la culture skinhead ne sera jamais totalement volé. Wow! Bravo, Alex. Bravo. Et voilà. C'est une belle production écrite. C'est un bel produit, un oral, excuse-moi. Ah, merci. Mon cerveau est plus. En fin de semaine, on n'est Une pas sur la job. Une belle lecture. C'est juste 2 bières, c'est pas assez, c'est ça le non, problème. c'est ça. Hey, man, au sommet que j'ai eu dans la dernière semaine, 2 bières, là, puis je n'ai 10 sautes là-dedans. Ça va bien aller tout à l'heure. Yes, on va avoir du fun. Oh boy. Fait que c'était mon épisode de Du crime à mes oreilles. Je sais pas si vous avez appris quelque chose. Appris beaucoup. Ouais, apparemment, oui. Ouais, juste que les origines, ça soit de groupes ethniques puis d'ailleurs,
couleurs. Là. Ça m'a vraiment surpris. Noir jamaïcaine. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est assez surprenant quand même. Mais ouais, c'était très instructif, ça, il n'y a pas à dire. Puis c'est ça, je parlais un peu de ça avec Silly, qui est plus en Guadeloupe, là, qui est retourné à Toulouse, notre cher ami Silly, qui me disait aussi que ça serait intéressant de se pencher sur le mouvement ska, parce que le mouvement ska, puis reggae, avant de pogner la vibe plus peace and love à Bob Marley puis tout ça, c'était justement à travers les Rude Boys qui étaient dans les ghettos, qui étaient très criminalisés puis tout ça, fait que ça serait peut-être un style à approfondir éventuellement, ce fameux style joyeux et dansant. Effectivement. Fait que sur ça, c'était du crime à mes oreilles. Merci d'avoir été là pour faire ça avec moi. Ça fait plaisir. Sur Twitch, restez avec nous. On prend une petite pause d'une 15aine de minutes et on vous revient avec un épisode de découverte musicale / démo de Max Blaze. Oh, tabarouette. Vous êtes pas prêts? On n'est pas prêts. Oh non, même moi, je suis pas prêt. Fait qu'on se moi, laisse, j'ai hâte. on se laisse là-dessus pour ceux-là qui nous écoutent en différé. Et à la prochaine! Ciao, bye. On se retrouve du crime à mes oreilles en compagnie de Simon Coutu, journaliste, documentariste qu'on peut avoir entendu parler dernièrement pour ton documentaire sur Mal Alpha ou encore L'arme du crime. Voilà. Ouais. Super documentaire que j'ai vraiment, vraiment apprécié regarder en passant. Merci. Je voulais qu'on revienne un peu sur les événements qui se sont passés à Vice avec à la Tente, Québec. À Talente, oh, excuse-moi. Québec qui s'était introduit dans les bureaux de Vice pour te remettre un trophée poubelle, on pourrait dire, au nom de Vice. Ouais. Comment que un peu c'est passé? Parce que toi, c'est ça, tu t'es intéressé, j'ai vu comme à travers... je t'ai visité un peu le site de Vice, puis juste comme sur Vice, t'as fait une 15aine d'articles un peu sur l'extrémisme droite qui parlait un peu de ces organisations-là qui se passaient au Québec, puis tout ça, et qui se sont menées à ce qui s'est passé justement dans les bureaux de Vice. Là. Ouais, ben à l'époque, sauf erreur, on est en 2018. Ouais, c'est ça. Je m'intéressais beaucoup à la montée de l'extrême droite au Québec. Il y avait des groupes comme Soldiers of Odin, qui était un groupe qui était international, mais bon, je pense que ça partait de Finlande, sauf erreur, ce groupe-là. Il y avait ensuite La Meute. Il y avait et Atalante Québec. Atalante Québec était particulier parce que c'était vraiment un groupe qui émanait de la scène, eux ils appellent ça RAC, là, Rock Against Communism. Là. Yeah. Donc, il y avait un groupe qui s'appelait le Québec Stompers, qui était, à mon avis, ni plus ni moins qu'un gang de rue de skinheads, ou en fait, on devrait peut-être plus dire boneheads même, Ouais, c'est étant donné que tu sais, skinheads, ça renvoie généralement à des skinheads qui sont antifascistes ou qui sont pas racistes, là. Et donc, il y avait un groupe qui s'appelait, à travers tout ça, qui s'appelait Légitime Violence, qui était un groupe de Rock Against Communism, finalement, qui était un groupe de... Eux, ils disaient... La cible punk oi un peu à la base. Ouais, justement, mais c'est ça. Mais le oi, généralement, va tout le temps être un peu plus, justement, antifasciste. Puis c'est pour ça que c'est un peu le pendant facho, finalement, parce que les autres, je me souviens, le groupe, la page de Légitime Violence, il disait antifasciste, tu sais. Donc, tu sais, fait grosso modo, ça s'annule, là. Donc, et donc, moi, je m'intéressais vraiment à ce groupe-là, puis à la montée de ce groupe-là. Puis ce que je trouvais assez fascinant avec Atalante, c'est qu'il était assez secret. Il s'inspirait beaucoup des groupes en Europe, puis même jusqu'au Japon, parce que Légitime Violence faisait
la tournée pas mal. Puis il y avait un groupe qui s'appelait Casa Pound, qui est un espèce de mouvement facho en Italie. Et donc, il s'inspirait de ces groupes-là. Donc, l'entraînement, il lisait des livres. Mais à travers mes recherches, c'est ça, justement, avec légitime violence, c'est pas mal eux qui ont aidé à rentrer un peu cette scène-là au Québec. Puis que Atalante, dans le fond, est né de tout ça et que ça s'est bâti. Là. Ben, Atalante, c'est vraiment, à mon avis, l'émanation un peu plus politiquement correcte de ce gang de rue violent-là qui était Québec Stompers. Dans le sens que si tu regardes le Québec Stompers, il y a eu plusieurs actualités où les gars à Québec ont cassé la gueule. Il y a eu plusieurs événements violents dans les rues de Québec. Mais Atalante, ça se voulait vraiment. Eux autres, ils se disaient un groupe communautaire. Ils livraient, ils donnaient des denrées aux des itinérants. denrées aux itinérants, mais je veux dire, c'était comme les nôtres avant les autres. Puis, il y avait du jambon, là, dans leur sandwich, puis c'était pas innocent, là. C'était l'idée de pas en donner aux musulmans, etc., Donc, mais ouais, c'est ça. Puis, ils faisaient nettoyer aussi les monuments, par exemple, emblématiques du passé canadien, français, voire monarchiste, là, à Québec. Et donc, et moi, je trouvais ça intéressant. Puis, un peu comme toute la scène Bonehead, eux, vraiment, là, ils levaient le nez aux médias, à la police, etc. Puis moi, j'avais réussi à un certain moment de parler avec un gars qui s'appelle Sean Beauvais McDonald, qui est un néo-nazi, là. À ce jour, il est encore. Qui était allé notamment à Charlottesville quand il y avait eu le rallye Unite the Right qui avait comme vraiment qui était vraiment parti en couille à l'époque. Je pense que c'est 2017 sauf erreur. Et donc j'avais réussi à parler à ce gars-là, puis ça avait vraiment insulté les gars de Légitime Violence. Pardon, d'Atalante. C'est un peu C'est la même gang, là. Ouais, c'est ça. Mais, et donc, il s'était pointé à Montréal avec un prix poubelle. C'était la 3e fois qu'il faisait ça, cela dit. Il a fait ça à CBC, il a fait ça à la presse. Mais l'affaire, c'est qu'à Vice, on n'avait pas de service de sécurité. Donc, tu pouvais un peu rentrer dans les bureaux comme dans un moulin. Ben, je veux dire, il y avait un buzzer, tu sais, mais surtout que tu voyais quelqu'un, la femme Personne allait ouvrir la porte. C'est ça, voilà. Et donc, ils sont rentrés, ont fait tout un chahut. Ils ont. C'est ça, ils m'ont encerclé, ils étaient masqués, ils ont lancé des flyers un peu partout, puis ils m'ont remis ce trophée-là avec des botches dedans, là, qui était genre de trophée poubelle, qui était un peu une manière de m'intimider. C'est ça, voilà. Donc, puis je pense que, tu sais, à l'époque. Moi, je savais grosso modo à qui je veux dire, je m'adressais, en fait, avec qui j'avais affaire. Mais tu sais, il y avait plein de monde dans le bureau qui l'ont pas trouvé drôle pantoute, là. Non, c'est sûr, là, c'est une intrusion du monde qui s'en attend pas, du monde aussi qui penserait jamais que ça arriverait à leur lieu de travail. Là, exact. Des choses comme ça. Toi, ça t'a-tu un peu, comme, justement, intimidé sur une façon de peut-être repenser à faire certains articles d'une autre façon ou d'approcher ton travail d'une autre façon? Tu sais, avec le recul, tu sais, on parle d'il y a 8 ans, genre, 7-8 ans. Tu sais, Vice, par définition, c'est un média qui est un peu baveux. Puis je l'étais, tu sais, franchement, là, je veux dire, du fait qu'eux voulaient pas me parler, moi, ça me donnait une grande raison de vouloir, de leur parler. C'est quand ils sont rentrés dans les bureaux, mon réflexe a été d'écrire un article quasi à la seconde où ils sont partis sur le fait qu'ils étaient venus nous intimider dans les bureaux. Après, ce cas-là a été judiciarisé parce qu'il y a eu intrusion, méfait, et
Moi, j'admets que, puis je dis pas ça pour jouer au tough, là, mais j'étais pas super fan à l'idée de porter plainte. D'amener ça en justice, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que de par la nature de mes relations avec autant les gens de la droite, de la gauche, c'est souvent pas super bien vu de collaborer avec la police. Mais là, il y avait quand même pour moi une ligne qui avait été franchie. Puis tu sais, je le dis souvent de même, mais je veux dire, c'est pas pour me comparer à ce qui est passé à Charlie Hebdo, mais on n'était pas vraiment longtemps après Charlie Hebdo. Puis comment dire, la ligne symbolique sacrée de la salle de presse avait comme été franchie. Puis il fallait, je pense, qu'on réagisse. Puis je le disais un peu plus tôt, j'étais pas tout seul. C'était mon article qui avait mis le feu aux poudres. Il y a plein de monde dans le bureau qui était absolument pas down, pas content que tout ça se passe de la sorte, puis qui ont eu peur. Là. C'était des fiers à bras qui sont entrés, tout ça. Moi, je savais grosso modo même quasi exactement c'était qui les gars, même s'ils étaient masqués. Mais Il était 6-7 gars environ, là. ouais, Ça. genre, on a fait de même. Là. Je me souviens plus exactement. Là, tu sais, j'aurais dit une petite dizaine, là, mais tu sais, un truc comme ça. Mais, mais l'affaire, c'est ça, la judiciarisation, pardon, la judiciarisation de ça, c'est pas le fun. C'est comme, tu sais, quand tu es témoin à un procès, le, comment dire, l'avocat de la défense, sa seule défense jusqu'à un certain point, c'est d'attaquer ta crédibilité. Puis c'est jamais le fun à ce niveau-là, tu sais. Mhm. Puis, ouais. Non, je comprends. Mais il y a tout ce côté-là qui devait jouer aussi en dedans de toi, comme tu disais, que ça allait affecter du monde aussi dans le bureau. Ah! Fait que c'est un peu pour tout le monde que tu vas au front, là, dans ce Un cas-là. peu, ouais, c'est ça, mais tu sais. Mais c'est aussi que ça a été interminable. Là. Ça a été vraiment long. Ouais, parce que il y a eu un premier procès, après ça a été ça a été en appel. Ça a été un appel. Tu sais, j'allais dire on a gagné, mais c'était pas moi, dans le sens que je veux dire, c'est la couronne là, c'est la direction des poursuites criminelles et pénales qui poursuivait. Tu sais, mais je veux dire, en fait, grosso modo, Raphaël Lévesque, là, Raphaël Stumper a perdu. Mais là, il y a eu absolution inconditionnelle, donc, dans le sens qu'il n'y avait pas de dossier criminel. Là, le DPCP est revenu sur cette décision-là. Fait que honnêtement, ça a été sans fin, cette affaire-là. Mais bon, c'est. Je sais pas jusqu'à quel point ça a changé ma façon de travailler, mais tu sais, c'est sûr que j'ai comme perdu un peu une petite naïveté du fait que c'est vraiment pas le fun, le processus judiciaire. Mais c'est bon. Dans ce cas-là, à mon avis, c'était nécessaire. Mais puis je pense qu'il y avait un aspect d'intérêt public parce que l'article en question, c'était aussi la guerre que se menait groupe euh, néo-fasciste puis groupe antifasciste. Puis ça bardait là, à ce moment-là quand même. Tu sais, c'était comme ça a vraiment descendu avec toute tu sais, la pandémie, etc. Puis mais ou peut-être même, j'ai envie de te dire que ça a été un peu normalisé, là, ce discours-là anti-immigration, etc. Mais comme c'était à cette époque-là, c'était quand même violent. Donc, c'était ça l'article. Ouais, puis c'est ça. Puis on voit, tu sais, aujourd'hui, moi, c'est un peu ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup une montée de ces pensées un peu plus radicales-là. Ils rejoignent beaucoup de monde. Puis je trouve ça un peu inquiétant de voir ça se passer aujourd'hui. Puis c'est un peu dans le but de ça, cet épisode-là, de ramener un peu parce qu'il y a beaucoup, ces mouvements-là, Boneheads essaient beaucoup de rabaisser l'histoire du mouvement skinhead pour se l'approprier. Puis, ouais, c'est vrai. Puis c'est de ramener ça en ordre, que ça soit pas fixé là-dessus. Il y a ces choses-là, puis que ça déborde à des points de même, comme aux États-Unis, c'est allé jusqu'à tuer. Là. Ouais, clairement. Puis partout à travers le monde. Aussi, là, dans les années 80, 90, il y en a eu des cas, là. Mais cela dit, je veux dire, des groupes skinhead, Boneheads, là, genre, il y en a un peu moins qu'auparavant, j'ai l'impression. Je sais pas, tu sais, ça passe beaucoup plus
dans des podcasts, tu sais, qui prônent la théorie du grand remplacement, des trucs comme ça. Mais, tu sais, parce que, tu sais, quand on parle de Québec Stompers, c'était un groupe de boneheads, là, genre violent, là. Moi, c'est comme... Puis, je souligne vraiment le terme gang de rue parce que, tu sais, souvent, le terme gang de rue est associé à des communautés, tu sais, issues de l'immigration. Puis, tu sais, comme quand je parle de gangs de rue, parce que j'ai couvert aussi les gangs de rue, bon, bleu, rouge, tu sais, comme, puis qui sont souvent issus, genre, de communautés haïtiennes, par exemple. Mhm. Puis souvent, on me dit, hey, c'est raciste d'appeler ça gang de rue, parce que, bon, c'est souvent des communautés immigrantes qui sont là-dedans, mais sérieux, Québec Stompers, à Talente, à mon avis, c'est un gang de rue. Comme, Ils ont tous les codes. Là. non, c'est ça. Puis un gang de rue de blanc de Québec, tu sais, qui faisait sa loi puis qui pétait des gueules dans les rues de Québec. Non, c'est ça. Puis, en tout cas, c'est une histoire que ça, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler là, de ce côté-là. Puis les affrontements, justement, comme tu dis, qu'il y a eu, il y en a eu à Québec, il y en a eu à Montréal, il y en a eu un peu partout là, de ces groupes-là. Puis, ouais, c'est ça, en gros, c'était vraiment pour revenir sur ton histoire qui s'était passée là. Puis, est-ce que toi, tu vois ça comment aujourd'hui, justement, l'évolution, là, comme tu disais, tu penses qu'il y a un peu moins de ces groupes-là affichés, mettons, ou que ça prend une autre forme aujourd'hui? Là? Ben, tu sais, je pense qu'Atalante était un des premiers groupes. Je pense que c'est vraiment là, calqué sur un modèle européen, à se normaliser, comme tu sais, un de ces premiers groupes-là de Bonehead à devenir un peu plus politiquement correct. Euh, puis, puis aujourd'hui, il y en a, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces gens-là, euh, c'est ça, qui ont des balados ou qui s'expriment sur X, par exemple. C'est beaucoup plus facile d'avoir ce discours décomplexé-là quand, je veux dire, Trump, je veux dire, comme c'est le président des États-Unis qui dit grosso modo la même affaire que ces gars-là disaient à l'époque, tu sais. Ou un gars comme Elon Musk, par exemple. Euh, donc, tu sais, je vois plus vraiment ces groupes néo-nazis de rue. Je pense qu'ils sont moins présents qu'auparavant. Mais je pense que cette parole-là est quand même libérée sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est un peu inquiétant. Mais par rapport à Talente, par exemple, tu sais, puis ça, c'est comme un cycle là, quand même. Là, c'est tout le temps ça, là, les groupes néo-nazis. Ils sont vraiment actifs quand les gars ils ont genre de 17 à 25, 28 ans. Puis à un moment donné, ils se mettent à avoir des kids. Puis là, ils se calment. Puis c'est exactement ça qui est arrivé avec Atalante, tu sais. Fait que... mais après, les gars pensent de la même manière. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, pas nécessairement Atalante, mais il y a certains autres groupes comme... tu sais... bah, je sais pas si on regarde... puis il y a plusieurs podcasts là, que je ne nommerai pas nécessairement, là, mais qui prônent ces idées-là, tu sais, de la théorie du grand remplacement, tu sais, qui dénoncent l'immigration de masse, tu sais, des théories biologiques bidons sur le fait que les Blancs sont plus intelligents. Tu sais, je veux dire, c'est comme, il s'agit de tomber un peu dans le rabbit hole que tu tombes là-dedans. C'est comme, tu sais, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis Black Pill, là. C'est un peu ça, là. Ouais, puis c'est ça. Puis je trouve qu'aujourd'hui, il y a un peu une culture du racisme, un peu, je dirais, que comme on met tout sur la... Tu sais, comme quand on pose des questions, la réponse est souvent la faute de l'immigration, la faute de ça, puis ça pousse encore plus ces idées-là à travers, parce que le problème, moi, ce que je trouve, le problème, c'est pas l'immigration. Le problème, c'est comment que l'État gère l'immigration, comment qu'il il dit, tu sais, ils promettent, moi, je suis chauffeur de taxi là, dans la vie de tous les jours, là. Puis, tu sais, genre, je conduis du monde qui sont arrivés il y a pas longtemps au pays, puis tout ça, puis comme qu'ils me parlent de promesses qu'ils ont entendu qu'en venant ici, vous allez avoir l'accès facile au logis, des médecins qui ont reçu comme promesse, puis
il arrive ici, puis finalement, il se ramasse. Les autres, ils me disent on est 8 dans notre appartement, on a de la misère à arriver, on a de la misère à se trouver des bonnes jobs. Puis, tu sais, c'est comme. Il y a une amie qui. Tu sais, elle a. À son travail, elle travaille dans les assurances, puis elle a une personne qui est arrivée ici avec, là, je me rappelle pas le diplôme, mais il est pas reconnu ici. Puis, tu sais, c'est comme du monde qui pourrait travailler, qu'on met de côté juste parce qu'on reconnaît pas. Peut-être que les normes sont pas les mêmes, je comprends. Mais m'emmener, c'est qu'on a besoin de monde, puis on peut prendre, pour un certain niveau, on peut les mettre au travail, tu sais, aussi, là. Mais c'est ça, mais c'est ce discours-là raciste est de plus en plus décomplexé. Ça l'était aussi à l'époque, tu sais, d'Atalante. On parle d'il y a 7-8 ans, tu sais. Mais Atalante, la grosse différence, c'est que c'était... Il y avait... ça émanait, à mon avis, d'un groupe, comme pour revenir au terme que j'utilisais tantôt, un gang de rue violent, tu sais. Ouais. Puis... et moi, c'est ça que je trouvais inquiétant à l'époque. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Simon, Merci à toi. de jaser de ça rapidement avec moi. Puis, Cool. puis pour de vrai, je t'ai découvert à travers le WhatsApp podcast. Ah ouais, cool. J'invite tout le monde à aller écouter tes passages. Super, tu fais un super travail. J'adore vraiment ta vigueur sur ton travail que tu fais, puis tes documentaires, comment que tu amènes ça. Je trouve ça super bien. Merci. Yes. Ben, merci beaucoup. Cool. Puis à une prochaine fois, je l'espère. À grand plaisir. Bye bye.